Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet délicat mais vraiment essentiel. La contention éducative dans le travail social. On va s'appuyer sur l'ouvrage de Yacine Kheliffa. Notre but, c'est d'essayer de comprendre comment les professionnels font, comment ils naviguent entre cette mission de protection et puis le respect fondamental des jeunes. Comment on garde une posture bienveillante quand la violence explose. C'est vraiment une pratique au cœur de tensions. Ah oui, absolument. C'est un sujet qui charrie un héritage institutionnel assez lourd, où la force a pu être vue comme légitime, disons. Et aujourd'hui, c'est marqué par des dérives, parfois très médiatisées, qui interrogent beaucoup. Hmm. Et puis, il faut ajouter l'évolution des profils des jeunes qu'on accueille, parfois avec des troubles psychiatriques plus sévères, ce qui met les équipes face à une intensité assez nouvelle. C'est ça. Et le risque, il est double en fait. Soit on tombe dans un refus total, et là on peut se sentir complètement démuni, Oui. soit on tombe dans une banalisation, et là c'est l'accompagnement lui-même qui est dénaturé. Alors, essayons de décortiquer ça, pour voir ce que c'est vraiment une contention éducative, encadrée, exceptionnelle, réfléchie. C'est ça, il faut essayer de tracer un chemin très très étroit, guidé par des repères légaux, éthiques et aussi cliniques, pratiques. L'idée, c'est pas du tout d'en faire la promotion, ni de la diaboliser d'ailleurs. Non, bien sûr. Mais c'est de reconnaître qu'elle peut être, mais alors très exceptionnellement, et dans des situations très spécifiques, un ultime recours pour protéger un jeune d'un danger imminent. Les enjeux sont énormes. Juridiques, évidemment, avec le risque de poursuite pour violence, pour séquestration, Mhm. mais aussi éthique, ça touche au cœur même du travail éducatif. Et puis, humain, tout simplement, parce que ça laisse des traces, forcément, chez le jeune, mais aussi chez le professionnel qui intervient. Alors, pour bien commencer, soyons précis. Qu'est-ce qu'on entend exactement par contention éducative? De quoi on parle? Alors, c'est une immobilisation physique, mais temporaire. On parle de quelques minutes, jamais des heures. Réalisée de manière mesurée, proportionnée. Et surtout dans le seul et unique but d'empêcher un danger grave et immédiat, pour le jeune lui-même ou pour quelqu'un d'autre. Donc le mot-clé, c'est vraiment la protection immédiate. Ce n'est jamais, au grand jamais, une punition, ni un moyen de se faire obéir ou une solution de facilité pour l'équipe fatiguée ou débordée. Exactement. On peut prendre l'exemple de Malik, ce jeune de 14 ans qui brandit un couteau près d'une fenêtre ouverte. Il menace de se blesser gravement. Bon, là, l'intervention pour le désarmer, l'écarter du danger, ça, c'est une contention éducative qui peut se justifier. Oui, le danger est manifeste et immédiat. Mais à l'inverse, Julie, 15 ans, qui refuse de ranger sa chambre, qui insulte, qui jette des objets, mais sans viser personne, là, l'immobiliser de force, ce serait une faute grave, une violence illégitime. Absolument. Et un point crucial qui est souligné dans les sources faits, ce danger, il doit être réel, évalué au moment précis où on intervient. Essayer de justifier après coup en disant « Ah, mais il aurait pu », alors que le danger n'était pas imminent. Ça ne marche pas. Non, ça c'est une erreur fondamentale. Ça dévoie complètement le sens de l'acte. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il faut aussi dire ce que ça n'est pas. Ce n'est pas une sanction déguisée, on l'a dit. Non. Ce n'est pas non plus pour calmer une agitation qui dérange, qui est pénible, mais qui ne met personne en danger, direct. Et attention, ce n'est pas non plus un simple accompagnement physique bienveillant, comme poser une main sur l'épaule pour rassurer ou guider doucement. Tout à fait. Les situations où ça peut éventuellement être envisagé, elles sont très très rares. On parle d'auto-agression grave et imminente. Une vraie tentative de suicide, par exemple. Pas d'escarification superficielle qui appelle une autre réponse, bien sûr. D'accord. L'hétéroagression, donc l'agression vers autrui, mais là aussi avec un risque de blessure sérieuse. L'exemple de Yanis qui veut frapper un plus jeune avec une chaise, Oui, là, il y a un danger. voilà. Mais si ce même Yanis jette la chaise contre un mur, sans viser personne, eh bien là, la contention n'est pas justifiée parce qu'il n'y a pas ce danger immédiat pour une personne. C'est la cible qui compte. Exactement. Et enfin, la destruction matérielle, mais uniquement si elle crée un danger imminent pour les personnes. Briser une vitre qui peut couper gravement, allumer un feu, détruire du matériel médical vital, Pas juste casser une assiette ou une porte. non, ça ne suffit pas. Et une bonne pratique qui est suggérée, c'est que l'équipe puisse définir ensemble, à froid, hors crise, une sorte de liste de situations types claires. Ça peut aider à la décision dans l'urgence, vous voyez? Ouais,
Ça donne des repères communs. Cette définition très stricte, ça nous amène tout droit au cadre légal. On imagine bien que c'est un équilibre précaire entre protéger d'un côté et respecter les droits de l'autre. C'est exactement ça. On a plusieurs textes qui entrent un peu en tension. D'un côté, il y a le Code de l'action sociale et des familles, le KSF. Lui, il pose très clairement le droit à la dignité, à l'intégrité, à la sécurité. Et il limite strictement toute restriction de liberté qui ne serait pas justifiée. C'est le cadre du respect absolu de la personne. Le principe de base. Voilà. Et de l'autre côté, on a le Code pénal, qui lui définit la violence, même psychologique ou sans blessure risible. Donc une contention à justifier, c'est une infraction pénale, hein. D'accord. Mais dans ce même code pénal, il y a aussi l'obligation légale d'intervenir pour empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne. C'est le fameux article sur la non-assistance à personne en péril imminent. C'est cette tension entre interdiction de la violence et obligation d'intervenir qui rend les choses complexes. Et la justice, la jurisprudence, a dû préciser cet équilibre. Les sources mentionnent un arrêt important de la Cour de cassation en 2018. Il pose deux conditions cumulatives, très claires. Il faut un danger imminent et il faut qu'il n'y ait pas d'autres moyens possibles. C'est vraiment le tout dernier recours. Tout à fait. Et la loi Taquet de 2022 est venue enfoncer le clou, si on peut dire. Elle interdit explicitement tout acte de violence physique ou psychologique en protection de l'enfance. Bon, les décrets d'application précisent que ça n'empêche pas une intervention strictement nécessaire face à un danger imminent. Mais ça renforce l'idée d'exceptionnalité. Exactement. Ça renforce cette idée d'ultra-exceptionnalité. Et cette loi impose aussi la tenue d'un registre détaillé de tous les incidents graves et elle intègre la gestion de ces situations dans l'évaluation de la qualité des établissements. Le message est clair, ce n'est pas formellement interdit, mais c'est extrêmement encadré et ça doit être parfaitement justifié, documenté. L'exemple qui est donné du département de la Seine-Maritime, qui impose un protocole très détaillé à ses établissements, ça illustre bien cette volonté de mieux cadrer sur le terrain. Oui. Et les responsabilités, elles sont à plusieurs niveaux. Il y a la responsabilité individuelle, pénale, de l'éducateur qui intervient, mais l'encadrement peut aussi être mis en cause, pour complicité ou pour défaut de surveillance, par exemple s'il y a un manque de formation criant, ou une tolérance face à des pratiques limites. Hmm. Et puis l'institution elle-même, l'association gestionnaire, peut voir sa responsabilité civile, voire pénale, engagée en cas de défaillance systémique. L'affaire tragique du foyer de Maubeuge en 2021, avec des condamnations à tous les niveaux, éducateurs, chefs de service, associations, le montre bien. Du coup, la seule vraie protection, finalement. C'est une documentation rigoureuse, précise, transparente de chaque événement. C'est la traçabilité. Les sources insistent aussi beaucoup sur ce qu'il ne faut absolument jamais faire. Il y a des techniques, des gestes et des usages qui sont totalement proscrits. Oui, et là, c'est non négociable. Toute technique qui implique une compression du cou de la gorge est formellement interdite. Le risque vital est beaucoup trop élevé, on se souvient malheureusement du drame dans l'Essonne en 2018. Oui. De même, toute position qui écrase la poitrine ou l'abdomen est à bannir. C'est le risque d'asphyxie positionnelle. La personne ne peut plus respirer à cause de la position elle-même. C'est terrible. Sont aussi interdites toutes les techniques de clé articulaire, les torsions des membres. Ce sont des techniques de combat, ça n'a rien à faire dans l'éducatif. Et bien sûr, l'utilisation de n'importe quel objet pour entraver une personne, que ce soit des cordes, des sangles, des menottes, c'est totalement illégal. Tout comme enfermer un jeune dans une pièce fermée de l'extérieur. La seule intervention possible, si elle est justifiée, elle est manuelle, de personne à personne. Et au-delà de la technique pure, il y a l'intention derrière. L'usage punitif est décrit comme la dérive la plus grave, la plus inacceptable. Absolument. Utiliser la force pour sanctionner un comportement, c'est sortir complètement du cadre éducatif. C'est basculer dans la maltraitance institutionnelle et ça détruit toute possibilité de construire une relation de confiance. L'exemple du foyer dans le Nord qui a été fermé justement pour ça, parce qu'ils utilisaient la contention pour forcer les jeunes à regagner leur chambre, ça montre la gravité. Et il y a d'autres usages détournés qui sont dénoncés? Oui, il y a ce qu'on appelle la contention préventive. C'est quand on intervient avant même que le danger soit réellement imminent, par anticipation. C'est une forme d'abus de pouvoir, en fait. Et il y a aussi la contention dite de confort. C'est quand on maîtrise un jeune, simplement parce qu'il est agité, opposant, bruyant, mais sans qu'il y ait de danger réel pour lui ou pour les autres. C'est pour retrouver le calme, pour le confort de l'équipe. Et ça, c'est inacceptable. Totalement. Le risque, avec ces dérives, c'est la banalisation insidieuse,
où la contention devient une réponse presque réflexe à la tension et elle perd complètement son caractère exceptionnel. On imagine bien que les conséquences de ces dérives, ou même d'une contention qui serait légitime, mais mal vécue par le jeune, peuvent être très lourdes. Elles le sont, et souvent on les sous-estime. Le traumatisme psychique peut être majeur, surtout pour un jeune qui a déjà un vécu de violence ou d'abus. Être immobilisé de force, ça peut réactiver des traumatismes très profonds. L'exemple de Sarah, 15 ans, victime d'abus, est parlant. La contention a ravivé son sentiment d'impuissance, ça a déclenché un vrai stress post-traumatique. C'est dévastateur pour le lien de confiance. Ah oui, ça peut être une perte de confiance radicale dans les adultes, dans l'institution. Ça anéantit des mois, voire des années de travail éducatif. Sans parler des séquelles physiques possibles, même s'il n'y a pas de blessure grave apparente. Des douleurs qui persistent, des hématomes, une hypersensibilité au contact physique. Et l'impact sur les autres jeunes? Il ne faut pas l'oublier non plus. Assister à une scène de contention, ça peut être très angoissant, ça génère un sentiment d'insécurité dans le groupe. Donc, le principe de précaution doit vraiment primer. Dans le doute sur la légitimité absolue, sur la nécessité, eh bien, il vaut mieux s'abstenir. Les dégâts d'une intervention abusive sont toujours plus graves que le risque initial s'il n'était pas complètement avéré. Bon, alors, si on récapitule, il faut un danger imminent, avéré, il faut que ce soit le dernier recours absolu. Comment on s'assure sur le moment, dans le feu de l'action, que l'intervention est non seulement légitime, mais aussi proportionnée? C'est là toute la difficulté, et c'est là que la compétence professionnelle est clé. L'évaluation de ce fameux danger imminent, ça demande du sang-froid, de l'analyse rapide. Est-ce que le danger va se produire là, maintenant? Quelle est sa gravité potentielle? Est-on raisonnablement sûr qu'il va se réaliser? Il faut faire la part des choses entre des menaces en l'air et un passage à l'acte imminent. Comme Antoine, 16 ans, qui menace de mettre le feu, mais qui n'a ni briquet ni rien, et qui ne bouge pas. Là, l'équipe a pu choisir une autre voie. Exactement. Car le danger n'a pas été jugé imminent à cet instant précis. Donc, premier temps, évaluer le danger. Deuxième temps, si le danger est confirmé. La proportionnalité. La force qu'on utilise doit être la plus faible possible pour atteindre l'objectif de sécurité. Proportionnalité physique d'abord. Oui, physique. Adapter sa force à la résistance du jeune, à sa morphologie, sans se laisser emporter par sa propre peur ou sa colère. Proportionnalité dans le temps aussi. Il faut arrêter la contention dès que le danger immédiat est écarté. Ça veut dire qu'il faut réévaluer la situation en permanence, même pendant l'intervention. Et technique? Et technique, bien sûr. Choisir une méthode la moins contraignante, la moins invasive possible. L'exemple de Léa, à 14 ans, qui veut se cogner la tête contre le mur, est intéressant. D'abord, on s'interpose physiquement. Si ça ne suffit pas, on pose les mains pour guider, pour amortir. Et seulement si elle se débat violemment au point de se blesser, on envisage une immobilisation brève des bras. C'est une graduation. Il faut éviter le piège de l'escalade de la force par panique. Tout à fait. Et, point crucial martelé dans les sources, avant même d'en arriver à la contention physique, il faut avoir systématiquement exploré les alternatives. La contention n'est acceptable que si tout le reste a échoué, ou si c'est clairement impossible vu l'urgence et la violence de la situation. Justement, quelles sont ces alternatives qu'il faut toujours avoir en tête? La première, et souvent la plus efficace si on arrive à temps, c'est la désescalade verbale. Utiliser un ton calme, montrer qu'on écoute, reformuler l'émotion du jeune. Je vois que tu es très en colère, je comprends que ce soit difficile pour toi. Il y a des techniques spécifiques, comme le protocole idéal qui a mentionné, qui a montré des résultats impressionnants sur la réduction des contentions. Et si le verbal ne suffit plus? Alors il y a la diversion, la réorientation, proposer une autre activité, quelque chose qui peut canaliser l'énergie, aller courir, taper dans un punching ball, aller dans un espace d'apaisement prévu pour ça. Un retrait volontaire, ça demande de bien connaître le jeune et ce qui peut l'apaiser. D'autres pistes? On peut aussi penser parfois à l'intervention par les pairs, mais là il faut être extrêmement prudent, ça doit être très encadré par les adultes. Et puis plus simplement, modifier l'environnement, éloigner les autres jeunes qui pourraient exciter la situation, sécuriser les objets dangereux, parfois juste ouvrir une porte pour que le jeune se sente moins coincé. Le réflexe professionnel essentiel, c'est vraiment de se poser la question, même une fraction de seconde, est-ce que j'ai vraiment tout essayé d'autre ? Tout ça montre à quel point la formation est absolument centrale. Sans une formation solide, on navigue complètement à vue dans ces situations. C'est une condition sine qua non de légitimité. Les sources sont très claires là-dessus. Et attention, pas juste une formation technique sur comment tenir quelqu'un. Elle doit être
globale. C'est-à-dire? Elle doit couvrir le juridique et l'éthique pour bien comprendre les principes, les limites, les responsabilités. Elle doit avoir une dimension psychologique et relationnelle, comprendre les mécanismes de l'escalade, de la violence, maîtriser les techniques de désescalade, mesurer l'impact potentiel du trauma. Mhm. Ensuite, oui, il faut une dimension technique, apprendre des gestes sûrs qui minimisent les risques de blessures pour le jeune et pour les professionnels, et surtout connaître les techniques et les positions dangereuses à proscrire absolument. Et enfin, une dimension institutionnelle. Connaître et maîtriser le protocole de l'établissement, savoir travailler en équipe dans ces moments-là, utiliser les outils de suivi, de traçabilité. Le programme Omega est cité comme un exemple d'approche qui intègre fortement la prévention et la désescalade. J'imagine que ce n'est pas le genre de formation qu'on fait une seule fois en début de carrière et puis c'est bon. Ah, surtout pas! La formation continue est vitale. Il faut des sessions de rappel régulières, des analyses de pratiques spécifiques après chaque contention pour apprendre collectivement de ce qui s'est passé et une supervision externe pour aider les équipes à prendre du recul sur ces situations qui sont émotionnellement très chargées. Oui, ça doit être éprouvant. Le risque qui est pointé, c'est de ne former que les nouveaux arrivants, ce qui crée des déséquilibres et des incompréhensions dangereuses au sein même des équipes. Et sur la question d'une certification obligatoire pour les professionnels, le débat existe. Oui, le débat existe, il n'y a pas de consensus national là-dessus, mais un standard minimal semble se dessiner et est recommandé. Une formation initiale spécifique, on parle d'au moins 21 heures pour tous les professionnels susceptibles d'intervenir, un protocole clair, écrit, validé dans l'établissement, une supervision régulière et une analyse systématique de chaque intervention. Et quand une contention a eu lieu malgré toutes les précautions, comment on gère l'après? C'est peut-être aussi important que l'intervention elle-même, non? Pour réparer quelque chose? C'est fondamental. Pour limiter les dégâts psychiques et idéalement pour essayer de redonner du sens à ce qui s'est passé. D'abord, il y a le débriefing avec le jeune, dès que possible après le retour au calme physique. Il ne s'agit pas de refaire le match, mais de vérifier son état physique et émotionnel, de reconnaître son émotion. J'ai vu ta détresse, j'ai vu ta colère, puis d'expliquer l'intervention de manière factuelle, sans jugement. On a dû intervenir parce que tu étais en danger, tu mettais X en danger. Comme avec Sofiane, l'exemple donné après son automutilation, où ça peut ouvrir un dialogue sur ce qui a provoqué la crise. Exactement. Ça peut être une porte d'entrée, paradoxalement, pour parler de ce qui ne va pas. Ensuite, il y a l'équipe. Oui, comment l'équipe digère ça? Il faut absolument une analyse collective, idéalement dans les 24 à 48 heures. Et attention, ce n'est pas un tribunal. C'est un temps pour comprendre, de manière rigoureuse mais bienveillante, qu'est-ce qui a mené à la crise? Est-ce qu'on avait vu les signes avant-coureurs? Quelles alternatives ont été tentées ou pas? La décision d'intervenir était-elle collégiale? La technique utilisée était-elle appropriée? Bien menée? Comment ça s'est terminé? Comment le jeune a-t-il été accompagné après? Et tout ça doit être tracé. Indispensable, remplir une fiche de suivi détaillée pour chaque contention. C'est une protection juridique, oui, mais c'est surtout un outil d'apprentissage pour l'équipe et l'institution. Il faut noter le contexte, le danger qui a été évalué, les alternatives tentées, la technique précise utilisée, la durée, les éventuelles conséquences physiques ou psychologiques observées et les suites données. Tout doit y être. Finalement, on voit bien que tout ça dépasse la seule question technique de la contention. Ça renvoie à une culture institutionnelle beaucoup plus large. Tout à fait. Il faut que ça s'inscrive dans une culture globale de la bientraitance, solidement ancrée. Ça passe par l'existence d'un protocole clair sur la gestion des moments de crise. Un protocole qui soit connu de tous, partagé et régulièrement réévalué. On cite l'exemple très positif des MECS, les maisons d'enfants à caractère social en Bretagne. Leur protocole, qui a été co-construit, aurait permis de réduire de 70% le recours à la contention. C'est énorme. Et impliquer les jeunes et les familles dans cette réflexion RI. C'est une piste très forte qui est soulignée. Créer des espaces de parole dédiés, peut-être même les associer à l'élaboration ou à l'évaluation des protocoles. L'idée de commission violence paritaire avec des jeunes et des professionnels est évoquée comme une innovation prometteuse. Et enfin, le suivi par des indicateurs. Oui, suivre des indicateurs pas seulement quantitatifs, le nombre de contentions, mais aussi qualitatifs. Comment elles se sont déroulées? Est-ce qu'il y a eu un débriefing, une analyse? Pour une démarche d'amélioration continue. Mais avec une vigilance nécessaire, l'objectif affiché ne doit pas être le zéro contention à tout prix, parce que ça pourrait conduire à ne plus intervenir, même quand c'est nécessaire pour la sécurité.
L'objectif, c'est de la rendre aussi rare, aussi courte et aussi sécure que possible. Bon, si on essaye de synthétiser cette exploration assez dense, on voit que la contention éducative, ça reste vraiment cette pratique d'extrême exception. Toujours sur un fil entre le devoir de protéger et l'impératif de respecter. Oui, et quelques points cardinaux doivent vraiment guider chaque action, chaque réflexion. Premièrement, c'est jamais un outil éducatif en soi. C'est une mesure de protection d'urgence et uniquement ça. Deuxièmement, le danger imminent et grave pour soi ou autrui est le seul critère qui peut éventuellement la légitimer. Troisièmement, la formation spécifique et continue, c'est pas une option, c'est une obligation éthique et professionnelle. Exactement. Quatrièmement, la traçabilité rigoureuse et l'analyse systématique après chaque événement sont indispensables pour apprendre, pour progresser et pour éviter les dérives. Et enfin, cinquièmement, impliquer les jeunes et leurs familles dans la réflexion sur ces sujets, c'est une ressource précieuse pour construire des pratiques plus justes et mieux comprises. Pourtant, malgré toutes ces avancées dans la réflexion, dans les textes, des défis importants demeurent sur le terrain. Oui, bien sûr. On note par exemple le manque fréquent de formation initiale sur ce sujet précis dans les cursus des travailleurs sociaux. C'est souvent appris sur le tas, ce qui n'est pas idéal. Il y a aussi un besoin d'harmoniser un peu les pratiques et les protocoles entre les différents territoires, les différents types d'établissements. Et la question du lien avec la santé mentale? C'est un enjeu majeur. Pour les jeunes qui présentent des troubles psychiatriques sévères, il faut une meilleure articulation avec le secteur sanitaire. Peut-être via des équipes mobiles spécialisées, des protocoles conjoints hôpital-MEX. Il y a des choses à inventer ou à renforcer. La vigilance collective à tous les niveaux professionnels, cadres, institutions, autorités de contrôle reste vraiment nécessaire. Et pour nous laisser sur une dernière réflexion, peut-être une ouverture, au-delà de la gestion de la crise elle-même, de la contention en tant que telle, comment les institutions, les équipes, peuvent-elles travailler à créer des environnements, que ce soit au niveau relationnel, organisationnel ou même physique, architectural, qui rendent ces explosions de violence, ces situations extrêmes, intrinsèquement moins probables? Plutôt que de se focaliser uniquement sur la réponse à l'urgence, comment agir en amont, sur les dynamiques profondes, individuelles ou collectives, qui mènent parfois à ces impasses où la contrainte physique semble devenir la seule issue qui reste?